je pense qu'amour et sexualité, ce n'est pas la même chose. Il y a des fois dans lesquelles tous les deux vont ensemble et des fois dans lesquelles non, dans lesquelles la sexualité apparaît comme plus détachée. Autant il y a plusieurs façons de concevoir la sexualité, autant l'amour, ce n'est pas que l'amour des couples, l'amour, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, n'est-ce pas? La vie affective, la vie sexuelle, regarde d'une subjectivité qui fait qu'on ne soit pas que dans la survie seulement. Et que souvent, on considère d'une façon un tout petit peu, je ne sais pas, autoritaire, non, paternaliste pour le moins, dès qu'il y a des gens qui devraient se contenter de survivre, tu vois, qu'on s'occupe de leur survie, présenté comme une problématique médicale, psychologique, sanitaire, mais à vrai dire, moi, ce que je vois derrière ça, c'est vraiment une position très idéologique, non, d'une philosophie comme ça, je te dis, un peu colonialiste, dans le sens auquel il y a des populations qu'on va désigner comme en n'étant pas tout à fait comme il faut ou en n'étant pas encore accompli, n'est-ce pas? Et que donc, ils doivent se contenter qu'on soit assez gentil comme pour les permettre de survivre, non? On ne peut pas considérer que le rapport à la sexualité soit quelque chose d'individuel, d'intime seulement. Ça touche effectivement, et il y a des dimensions tout à fait intimes, mais c'est tout à fait social, historique, philosophique, politique, parce que nous avons vu en très peu de temps, hein, en temps de vie d'un humain, quoi, on a vu passer l'homosexualité, par exemple, d'être considérée comme une pathologie. Freud la présente comme une perversion, carrément. Non, guérir, quand on était démocratique, on voulait guérir les homosexuels. Quand on était un peu plus dur, on les tuait. Chose qu'aujourd'hui encore, il y a des pays dans le monde dans lesquels il reste que leur vie, les homosexuels. On a vu ça, et tout à coup, on s'est rendu compte que dans les grands changements, que non, que la question de l'orientation sexuelle n'était pas une question ni tout à fait intime, ni tout à fait, et certainement pas médicale ou psychiatrique, n'est-ce pas? Et là maintenant, encore très peu de temps après, on voit tout à coup une mise en cause des rôles et individuations avec toute la problématique autour du genre et de la sexualité biologique, n'est-ce pas? Qu'il y a 20 ans, mais vraiment 20 ans, hein, si un adolescent arrivait dans un cabinet d'un psy, un service de pédopsychiatrie, mettons, et il disait, je ne sais pas si je suis un garçon, si je suis une fille, je voudrais changer de sexe, mais il était diagnostiqué borderline pour le mois borderline. Et 20 ans après, effectivement, dans tous les hôpitaux de France, il y a des services dans lesquels on arrête la puberté des jeunes qui se disent en transition ou en doute. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même la preuve de que le rapport avec la sexualité ne peut jamais être considéré comme quelque chose de tout à fait intime. Il y a une construction du genre comme il y a une construction de l'handicap. C'est-à-dire que la notion même d'handicap, ce qu'on met dans la scarcelle handicap, est une construction très, très intimement liée au productivisme, à l'utilitarisme, c'est-à-dire de dire à quoi sert cette personne, comment on peut utiliser cette personne-là, de se rendre compte que ce sont pour le moins des croisements très profonds entre les social, l'historique, les philosophiques et politiques et nos vies individuelles. Je crois qu'on montre et on parle d'une certaine sexualité partout, n'est-ce pas? Elle est hyper présente et de mon point de vue, de façon un peu trop précoce pour les enfants, n'est-ce pas? Mais d'autre part, cette sexualité dont on parle un peu partout est une sexualité de performance. Tu dois bien fonctionner sexuellement. Si tu ne fonctionnes pas bien sexuellement, tu dois aller consulter, n'est-ce pas? Alors, c'est une sexualité un tout petit peu qui était capturée
par le fonctionnalisme, par une sorte de fonctionnalisme, non? Et qui a perdu son côté un tout petit peu plus de liberté. Oui, nommer événements indésirables et graves, non, des, entre guillemets, débordements, des désordres dans des foyers, dans des lieux, non, ça, à mon avis, ça montre un tout petit peu ce que je disais avant, cette attitude un peu colonialiste envers les populations comme ça, dites un handicap, non? C'est pas normal. Ils doivent rester tranquilles, ces gens-là, non? L'expression me semble un tout petit peu vraiment très, très disciplinaire. Ça ne devrait pas exister. On nomme souvent débordement à des élans des vies qui peuvent se manifester de façon violente ou destructive. Mais même si se présente d'une façon comme ça, il faut faire attention à notre point de vue, que justement ce qui déborde de notre cadre de lecture. Mais peut-être justement c'est pas mal, non? Parce que notre point de vue n'est pas du tout sûr que soit absolument le bon, universel. Il faut être autocritique, c'est-à-dire il ne faut pas déborder avec notre cadre. Non? Ce sont des dimensions qui questionnent tout le monde, c'est-à-dire handicapé ou non handicapé. Alors, quand tout à coup on se trouve dans la position où on doit aider une personne dans ces dimensions-là, de l'amour, de la sexualité, de l'érotisme, bah, effectivement, c'est-à-dire on ne peut pas les faire comme si nous, on était tout à fait au clair là-dessus. Alors, c'est là où il faut accepter des zones d'ombre, des zones dans lesquelles on ne sait pas. On ne sait pas. Je reviens sur la question de questionner son cadre, questionner ses certitudes, n'est-ce pas? Parce que si on plaque sur l'autre ce qui pour nous est bon, pas bon, on risque aussi de plaquer toutes nos limitations, nos complexes, non? Alors, il faut tenir compte de la complexité de la situation. Et si on ne peut pas accompagner, si la famille, si l'encadrant ne peut pas accompagner, il doit pouvoir passer la main, n'est-ce pas? Mais je crois que par rapport à ces questions qu'on est en train d'aborder aujourd'hui, la sexualité, l'amour, l'affectivité, etc., il faut être très, très prudent parce que ce sont des dimensions dans lesquelles très, très facilement, et malgré nous, tout à fait en inconscience, on devient des répresseurs. Ce sont mes limites, je cherche de l'aide, mais pas de dire c'est bon ou c'est pas bon. Ce sont des questions que nous regardent tous autant qu'on est et qui aussi regardent donc et qu'il faut l'aborder dans le milieu de l'handicap en sachant qu'effectivement personne n'a la réponse et qu'il faut faire attention. Je pense qu'il faut quand même pouvoir accompagner et protéger dans une exploration qui comporte certains risques. C'est-à-dire que c'est là où, voilà, il y a le côté inventivité, parce qu'il faut protéger sans s'étouffer un tout petit peu. Non? Et les gens n'arrivent plus à se rencontrer entre guillemets, normalement, quoi. C'est-à-dire, et alors, ça, c'est un effet, comme on dit, performatif, hein, parce que la vérité, c'est que moins les gens ont l'habitude de se rencontrer normalement, qui sont spontanément, moins ils se rencontrent spontanément. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de bulle de neige, non? C'est un cercle vicieux dans lequel on dit, mais je rencontre personne. Alors, plus je vais vers le site des rencontres, moi, j'ai une attitude ouverte dans mon quotidien. C'est dans les activités, en démultipliant les activités, que les gens peuvent se rencontrer d'une façon un peu plus spontanée. Je ne serai pas critique. Je me dis, je préfère quand même que la démultiplication d'activités permette des rencontres. Cela dit, effectivement, si pour les personnes handicapées, il y a des sites de rencontres, bah, ça ne fait qu'accompagner un mouvement ambigu de la société, quoi. Alors, c'est quoi des vraies rencontres? C'est que on voit bien que dans les sites de rencontres habituels, il y a une sorte de consommérisme terrible, c'est-à-dire que les gens ils vont pour consommer, oui ou non, ça marche pas, non? Et moi, je suis très étonné parce que je me dis bon, mais peut-être ça marche pas comme l'amour de ta vie,
mais quand même, peut-être, on peut faire amitié, on peut élargir ses cercles d'amis, et là-dedans, peut-être, tu trouves quelqu'un ou pas pour aimer, n'est-ce pas? Alors, je sais pas, c'est considéré comme prostituées des personnes qui font de l'assistance sexuelle et proxénètes, l'association, effectivement, dit comme ça me semble un peu violent. Dire proxénétisme et prostitution, quand même, c'est condamner directement la chose. Et moi, je vois là-dedans, au-delà de ce que ça me plaît ou ça ne me plaît pas, moi, ce que je vois là-dedans, c'est quelque chose de positif, profondément positif, qui répond à une réalité, c'est que la société essaye de changer les points de vue sur l'handicap et tenant compte des dimensions de la personne handicapée. Alors, je vois ça comme une sorte d'exploration sociale, c'est-à-dire que tout à coup émerge cette idée accompagnant avec l'idée qu'il faut quand même considérer la personne handicapée comme une personne à part entière et qu'alors donc comment on fait avec ses désirs, comment on fait avec ses sexualités. Je pense que ces associations et ces personnes qui se forment à l'assistance sexuelle font partie d'une sorte d'exploration sociale, c'est-à-dire la société fait comme une sorte de recherche. Alors, moi, je crois que d'abord, il faut considérer les côtés positifs de la chose. Les côtés positifs, c'est que quand même, ça répond à une réalité qu'avant, on écrasait. J'imagine que ce sont des explorations qui doivent se continuer et que dans aucun cas, il faut réprimer par la loi, quoi.